Cela faisait 4 ans que le salon militaire international Eurosatory n'avait pas ouvert ses portes, Corona oblige. Mais là on ne parle pas de pandémie mais plus de guerre entre États, de la guerre en Ukraine. D'ailleurs pour la première fois la Russie n'est pas présente ici à Paris. Alors on parle de guerre, c'est exactement le thème de la visite d'Emmanuel Macron ici. Le président français a parlé de moderniser son armée, la fameuse loi 2019-2025, moderniser pour mieux se défendre, pour mieux se protéger. Émission spéciale d'I24 News et du magazine Défense ici au salon militaire Eurosatory. On parlera également des sociétés israéliennes, plus d'une cinquantaine. Elles ont compris que l'Europe constitue l'un des principaux marchés de l'industrie de défense israélien. On en parle dans un instant. C'est parti. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et commencer cette édition spéciale Eurosatory ici à Paris, faisons un crochet par Tel Aviv puisque nous sommes devant le stand israélien. Bonsoir Océane Nicole. On va parler de cette mise en alerte des renseignements israéliens qui demandent aux touristes israéliens de quitter immédiatement la Turquie. La menace est concrète. Ils sont sur le point d'être atteints par des cellules terroristes iraniennes. De quoi s'agit-il exactement ? Oui Mathias, ça a été annoncé cette semaine par les médias israéliens, mais les faits remontent à la semaine dernière. Des Israéliens ont donc été escortés et ramenés en Israël. Il s'agit d'un couple, ils visitaient le marché d'Istanbul lorsqu'ils ont reçu un appel d'un haut responsable israélien. Et le message était clair, ils ne doivent pas retourner dans leur hôtel car des Iraniens les attendent pour les tuer. Un véhicule blindé escorté par des dizaines d'agents de sécurité israéliens les a ensuite emmenés directement à l'aéroport sans leurs valises pour les ramener en Israël. Et dès leur arrivée sur le sol israélien ici, ils ont été interrogés afin de vérifier qu'ils ne sont pas mêlés à un complot. À noter Mathias qu'on ne sait rien de ce couple, aucune information ni aucun détail n'ont été dévoilés concernant leur identité. On ne sait pas non plus le nombre d'Israéliens qui auraient eux aussi été contactés et invités à quitter la Turquie au plus vite. Donc la menace, elle est bien réelle. Le Conseil de sécurité israélien a d'ailleurs relevé son niveau d'avertissement de voyage en territoire turc au niveau 4, c'est le niveau le plus élevé et tous les Israéliens sont donc appelés à quitter le territoire turc au plus vite. Alors quelle est la raison de ces avertissements ? Eh bien c'est la crainte imminente d'attaques iraniennes contre des ressortissants israéliens car Téhéran, selon le Mossad, souhaiterait se venger des attaques ciblées en Iran, des éliminations ciblées qui sont attribuées à Israël selon le régime des Mollahs. Il y en a encore eu 2 en début de semaine, 2 Iraniens qui ont été mystérieusement tués dans des accidents de voiture. Tous les 2 étaient engagés dans les domaines de l'aviation et de l'espace selon l'agence de presse iranienne. Ils travaillaient notamment pour une entreprise qui était engagée dans le développement de satellites et de drones, mais ils avaient aussi un rôle important dans le développement de missiles de précision pour le Hezbollah, notamment dans le transfert d'armes depuis Téhéran. Et on l'a appris cette semaine également, le chef d'état-major israélien Aviv Kochavi demande aux Libanais tout simplement de quitter le pays avant que ce ne soit trop tard en cas de conflit. En clair, c'est une menace lancée auprès du Hezbollah. Vous avez également des précisions ? Oui, un nouveau raid israélien présumé contre l'aéroport de la capitale syrienne, Damas, une frappe qui a endommagé l'une des pistes d'atterrissage et de décollage. Selon les médias locaux, les vols ont même dû être suspendus et la cible de ce raid, Mathias, ce sont 3 dépôts d'armes liés à des milices soutenues par l'Iran. On sait qu'il y a le Hezbollah notamment qui est en territoire syrien. Le Hezbollah, c'est d'ailleurs la menace la plus grande pour Israël. Tsahal qui se prépare d'ailleurs depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois à une attaque de grande ampleur avec l'organisation chiite libanaise. Le chef d'état-major de l'armée israélienne a même tenu une réunion justement pour évoquer le niveau de préparation de Tsahal face au Hezbollah. Aviv Kochavi qui promet un changement d'attitude nécessaire et qui promet de taper fort le Hezbollah qui transforme selon lui le Liban en champ de bataille, faisant là référence à l'utilisation par l'organisation de cibles civiles. La prochaine guerre sera sans précédent selon lui. Le chef d'état-major qui a aussi envoyé un message clair cette fois aux Libanais: partez avant que le premier coup de feu ne soit tiré. Ça présage donc un conflit de grande ampleur avec le Hezbollah. Merci Océane. Et j'ai le plaisir de recevoir mon premier invité, le général de réserve Moshe Boughi Ya'alon, ancien ministre de la Défense, chef d'état-major ancien chef d'état-major israélien et aujourd'hui représentant du groupe Avnon de plusieurs sociétés. Merci d'être avec nous. Est-ce que d'ailleurs pourquoi votre visite ici à l'Eurosatory ?
J'ai décidé de créer une société de capital risque et c'est actuellement ma fonction principale. Être le président de Synaptech, de proposer que des startups ou pays arabes et des Israéliens travaillent ensemble à Abu Dhabi. Et cela fait partie du groupe Avnon, dont le domaine principal est la sécurité du territoire, la cybersécurité et la sécurité publique. Et maintenant, le groupe est présent ici à cette très grande exposition, à Eurosatory. Je suis heureux de promouvoir ce qu'à mon avis, il faudrait faire d'après mon expérience concernant les produits du groupe Avnon. Qu'est-ce qu'un chef d'état-major et un ministre de la Défense peut apporter sur le marché du privé? Je peux apporter mon expérience et malheureusement, elle est très riche en ce qui concerne la guerre, le contre-terrorisme ou tout ce qui concerne l'armée en général. Je trouve qu'il est très intéressant de voir ce qui se fait ici à cette exposition et personnellement, je trouve qu'il y a ici bien trop de cibles. Il y a des chars, des véhicules blindés de combat, tout ce qu'il faut pour la guerre, mais c'est basé sur la Deuxième Guerre mondiale, tout ça. Et nous avons réalisé et décidé, et moi en tant que chef d'état-major et ministre de la Défense, qu'il fallait nous tourner vers les défis de demain. Et cela nous a mené à la conclusion que nous en sommes maintenant à la dominance des services de renseignement, qu'il faut avoir le plus d'informations possible sur votre ennemi, d'essayer de cibler chaque information, et enfin d'utiliser des munitions précises via des véhicules aériens sans pilote, des drones ou autres. Et à ce sujet, en visitant l'exposition, on peut comprendre pourquoi les Russes ont échoué en Ukraine. Parce que pour vous, je sais que vous ne voulez pas parler politique, mais pour vous, c'est un échec de l'armée russe en Ukraine? C'est avant tout un échec russe, même si rien n'est encore véritablement établi. Les Russes sont bien plus puissants que les Ukrainiens, mais on peut voir le moral des Ukrainiens l'emporter. Ce n'est pas comparable avec la motivation des forces russes sur le terrain. Et on peut voir qu'amener des forces sur le terrain ne suffit pas. Il faut être plus intelligent. Et ici, vous voyez à ce salon Eurosatory que plus de 50 sociétés israéliennes sont présentes, offrant des idées et des produits basés sur notre expérience, soit tout d'abord la dominance en matière de renseignement, la haute technologie, des munitions de précision, le tout étant amené sur le terrain par tout un tas de véhicules aéroportés ou terrestres. Il faut être le plus efficace possible et ce n'est pas le cas dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est la raison pour laquelle ils échouent. Vous parlez d'intelligence et d'ailleurs ça me permet de vous poser la question. C'est fou ce qui est en train de se passer en Turquie. Un officiel israélien qui appelle des touristes en plein Istanbul pour leur dire quittez immédiatement la Turquie. C'est du concret pour vous ou on est dans l'imaginaire? Non, c'est bien la réalité. Vous savez qu'il y a une guerre entre Israël et l'Iran. Ce n'est pas une guerre totale, et bien qu'Israël ne partage aucune de ses frontières avec l'Iran, le régime iranien désire annihiler l'État d'Israël, le faire disparaître de la surface de la terre. Alors nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Ils sont très actifs, ils sont prêts à se sacrifier pour cela, à utiliser tous les moyens en utilisant des proxys, le Hezbollah au nord, le Hamas, le djihad islamique, les milices chiites en Syrie, les Houthis au Yémen. Ils menacent Israël, ils l'encerclent. Dans cette guerre, certaines choses arrivent même en Iran et ils essaient de riposter, ils nous accusent. Ils tentent de riposter et l'une des options, c'est de tuer ou de kidnapper des Israéliens en Turquie. C'est la raison pour laquelle cet avertissement était quelque chose de bien réel. Vous-même, vous avez été la cible, Moshe Ya'alon, d'une tentative des Iraniens. Vous avez peur en étant ici en France, en Europe? Je n'ai pas peur, vous savez, j'ai déjà été la cible de toutes sortes de terroristes, d'ennemis et autres. Et j'ai survécu, même sur le champ de bataille. J'ai survécu même si j'ai été blessé. Donc je n'ai pas peur, mais tous les Israéliens doivent faire preuve d'une grande prudence et prendre très au sérieux toutes les informations concernant ces avertissements. Ça veut dire que vous avez des yeux tout le temps dans le dos? Je fais l'objet d'une protection et personnellement j'ai suffisamment d'expérience. Je regarde toujours un peu en arrière, tout autour. Je sais identifier tout un tas de signes que l'on pourrait qualifier de suspicieux. Mais aujourd'hui, je conseillerais vraiment à tous les Israéliens d'avoir toujours les yeux dans le dos. Ça sera l'une de mes dernières questions, Moshe Ya'alon, ancien ministre de la Défense, ancien chef d'état-major de l'État d'Israël. Quand le chef d'état-major Aviv Kochavi dit aux Libanais je vous conseille de partir avant que ça ne soit trop tard. Est-ce que vous pensez c'est une bonne stratégie de parler plutôt que d'agir?
Dans certains cas, oui, mais personnellement, je préfère, comme l'a dit le président Roosevelt, prendre un bâton, un très gros bâton même parfois, et l'utiliser lorsque c'est nécessaire, et parler calmement en parallèle. C'est ce que je préconise. Ce sera justement ma dernière question, ce qui me permet de vous la poser. Lorsque Israël frappe la Syrie, enfin, selon des rapports étrangers, est-ce qu'on est à deux doigts, vous pensez véritablement plus que jamais, d'une guerre globale? Et est-ce que peut-être, vous parliez d'accords et de coopération avec les États arabes, est-ce que vous pensez que ça peut éventuellement éviter une guerre? Il faut faire une distinction entre nos alliés dans la région, et vous savez, c'est incroyable, il n'y a plus de conflit israélo-arabe, cela n'existe plus. Il y a toujours un conflit israélo-palestinien, mais avec les régimes arabes sunnites, nous avons de très bonnes relations, que nous ayons signé ou non un accord de paix. L'Arabie Saoudite? Peu importe. En ce qui concerne la Syrie autorise les Iraniens à lancer des opérations contre nous, à déployer des milices chiites contre nous, à aider et à armer leur Hezbollah via l'aéroport de Damas et d'autres aéroports en Syrie. La Syrie reste encore une entité hostile, et c'est ainsi qu'il faut la considérer. Bien sûr, je crois en la stratégie israélienne qui est d'interdire toute menace via des proxys iraniens depuis le sol syrien, ce qui est tout à fait correct. Merci beaucoup, Moshe Boughi Ya'alon. Merci. Merci. Et on se retrouve avec notre invité, le général de brigade de réserve Shachar Shohat, le directeur de système de défense anti-aérienne dans la société Rafael. Merci de nous recevoir. On va parler principalement des menaces qui couvrent actuellement le ciel, principalement européen d'abord, Shachar Shohat. Est-ce que Israël peut trouver sa place justement par rapport à la crise ukrainienne? Bonjour. Nous sommes présents ici à l'Eurosatori avec notre système de défense multicouche composé du Stunner, de la fronde de David, du dôme de fer et d'un système de défense aérienne, le Spider. Le concept multicouche de Rafael est basé sur l'expérience israélienne dans la région méditerranéenne, mais aussi dans l'ensemble du monde, comme vous l'avez mentionné. Les derniers conflits dont le monde entier a été témoin au cours de la dernière décennie font en fait état d'une menace émergente de missiles de croisière et de roquettes longue portée. Et Rafael est capable de se mesurer à cet enjeu actuel et aux futurs enjeux de cibles à vol rasant. Nous avons donc ici avec nous toute notre gamme de produits afin de montrer aux clients potentiels les capacités et les qualités de Rafael. Ce n'est pas un secret, le président ukrainien Zelensky a demandé justement à obtenir cette expertise israélienne. Pourquoi selon vous ? Je crois que l'expérience de Rafael dans le domaine des missiles, des intercepteurs, est bien connue du monde entier. Et je crois que le défi que nous connaissons dans notre région, en Israël, est que notre capacité à développer des systèmes pour faire face aux menaces de demain, mais aussi aux menaces actuelles, l'est aussi. Nous venons justement d'avoir plusieurs systèmes qui ont fait leurs preuves au niveau opérationnel dans le monde entier, qui vont être déployés sur le continent asiatique, mais aussi en Europe, région que la plupart des gens connaissent bien, en République tchèque, suite à sa décision d'acheter le système Spider. Nous avons la capacité de travailler et d'être intégrés dans un système de l'OTAN. Il s'agit là de systèmes en architecture ouverte, qui ont fait leurs preuves au niveau opérationnel. C'est un point très important parce que cela signifie que nos intercepteurs peuvent travailler avec n'importe quel capteur, n'importe quel matériel de tir, n'importe quel système de gestion et de contrôle des champs de bataille. Et cette flexibilité et cette connectivité des systèmes nous octroient une agilité de haut niveau pour n'importe quel pays qui a besoin de la protection qu'offre Rafael en matière de défense. Quand on voit ça, on sait qu'en même temps, il y a une menace claire du Hezbollah, de l'Iran, des drones, du Hamas dans la bande de Gaza, des rebelles Houthis au Yémen. Est-ce que vos systèmes sont capables en même temps, en temps réel, de gérer toutes ces menaces ? Tout d'abord, le point de vue stratégique de l'État d'Israël n'est pas uniquement basé sur la défense, mais aussi sur la détection précoce, les capacités en matière d'attaque, de défense passive, les abris, etc. Donc, on ne parle pas uniquement de défense. Mais notre défense est là, oui, et bien là, très bonne, avec de grandes capacités, et nous l'avons vu dans le dernier conflit il y a un an avec la bande de Gaza. Le dôme de fer a été capable de se mesurer avec les salves de tir en provenance de la bande côtière, et les salves étaient importantes. Il y a eu des dizaines de roquettes tirées simultanément. Et des milliers de roquettes en même temps. On ne parlera pas de centaines s'il y a une guerre dans le Nord. Est-ce que des milliers de roquettes, c'est possible de les intercepter ?
Il ne s'agit pas que d'Israël. On voit également qu'en Arabie Saoudite, dans d'autres parties de la région, avec les Houthis notamment, que la guerre prend bien plus de temps que ce que l'on aurait pu imaginer. Qu'il faut avoir suffisamment de munitions pour être capable de faire face à plusieurs semaines de guerre. Que les systèmes engagés doivent également être capables de tenir la cadence. Et je crois qu'Israël n'a jamais été aussi bien équipé. C'est sûrement vrai dans la région et peut-être même dans le monde, avec l'Arrow, la fronde de David, le dôme de fer. Et ce concept multicouche nous donne la meilleure défense possible. Évidemment, le succès total n'existe pas, il y aura des failles, mais je pense que nous sommes très bien protégés et je me permettrai de conseiller à certains pays de la région de prendre très au sérieux les enseignements que nous avons tirés et de se tenir prêts. Le message est passé. Merci beaucoup, Shahar Shochat, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et donc on l'a vu pour cette première journée de l'ouverture du salon Eurosatory. L'objectif de l'armée de terre et l'infanterie de l'armée de terre française, c'est de se moderniser, d'être interconnectés et de faire en sorte que tous les corps de métier à l'intérieur de l'armée de terre soient connectés. C'est aujourd'hui, c'est demain, c'est après-demain. Après les opérations extérieures où on l'a vu, l'armée de terre française s'est redéployée du Mali et donc fin de l'opération Barkhane. Et d'ores et déjà, me dit-on du côté des sources sécuritaires, le redéploiement est pour demain. Pour l'instant, on ne peut pas dire bien évidemment où cela sera, mais je vous propose d'écouter l'un des maîtres justement de cette doctrine militaire, de cette planification de l'armée de terre, l'un des généraux français avec qui nous avons pu nous entretenir. L'armée de terre est lancée dans une démarche de modernisation capacitaire. Aujourd'hui, sur son segment médian et son segment léger, vous avez quelques exemplaires des véhicules que nous modernisons. Des véhicules, mais aussi d'autres capacités, drones, son système de C2, de commandement, ses moyens de connectivité, réseau de théâtre, réseau tactique, etc. Donc effectivement une belle démarche de modernisation, probablement la plus importante depuis la Deuxième Guerre mondiale, et encore plus importante par l'aspect de la révolution numérique qui en fait touche l'ensemble de nos capacités. Tout ça est une démarche extrêmement importante parce qu'on a parfois l'impression que finalement quand on regarde les images en Ukraine, un téléphone mobile et un drone, ça suffit pour faire la guerre. Bon, bien sûr c'est vrai sous certains aspects, mais dans la guerre de demain, dans la manœuvre aéroterrestre, c'est bien sûr beaucoup plus que ça. C'est la capacité à engager différents moyens dans différents champs, d'intégrer des moyens qui volent, des moyens au sol, des drones, des moyens de guerre électronique, de renseignement. Et tout ça est quelque chose de complexe et qu'on met en œuvre dans le cadre de cette démarche de modernisation en lien avec les industriels et la DGA. Et pour conclure cette émission spécialement dédiée au Salon militaire international Eurosatory, nous sommes justement avec le commissaire général du Salon. Merci, général Baudouin, d'être avec nous. Vous êtes ancien général de division de l'état-major de l'armée de terre de France et donc en charge de la programmation militaire. D'abord, est-ce que c'est une réussite, ce que l'on voit derrière nous? Oui. Effectivement, ce salon, vous savez, a été annulé en 2020 pour cause de pandémie. C'est le plus grand salon du monde. Et 4 ans après, il revient et il reste ce que j'appelle le blockbuster des événements défense-sécurité. De très loin, le premier rang en termes tant d'exposants que de visiteurs et de délégations officielles du monde entier. Donc, bien évidemment, vous le savez, la situation géopolitique, le fait que nous ayons un conflit interétatique aux portes de l'Europe donne beaucoup plus de sens à ce salon qu'il en avait en 2018. Et ce que j'ai remarqué d'ailleurs, c'est, contrairement aux éditions précédentes, et je pense que c'est aussi votre touche personnelle en tant que général, ancien général de la programmation militaire, il y a une forte dose d'innovation militaire, de connectivité. C'est ça. Alors, effectivement, le fait que le salon ne soit pas tenu pendant 4 ans n'a pas fait cesser les programmes d'armement qui continuent à avancer. Donc, on a bénéficié de cet effet de 4 ans d'avancement de programme qui fait qu'on voit énormément de matériel nouveau sur le salon aujourd'hui, du fait du réarmement de l'armée de terre française, qui est un des moteurs du salon, mais pas le seul. D'un autre côté, vous savez comme moi qu'on a eu quelques guerres qui sont arrivées, qui ont battu en brèche certaines certitudes. Notamment, je pense à la guerre de Karabakh, qui a montré l'emploi des drones, qui avait déjà été noté en conflit Irak-Syrie, et bien sûr le conflit en Ukraine, qui a mis en exergue la nécessité de se doter de moyens nouveaux. Et même, je dirais qu'il y a une désinhibition
des États sur certains sujets. Donc Lesquels par exemple? Les drones armés. Jusqu'au plus petit niveau. C'est-à-dire que maintenant, on a bien vu l'effet d'un petit drone armé. Même si un petit drone armé ne va pas forcément détruire un blindé, il va créer un climat d'insécurité en allant blesser ou tuer un chef de char qui est sorti de sa tourelle. Donc, pour la première fois depuis 1945, les soldats commencent à regarder en l'air avec inquiétude. De l'autre côté, la lutte anti-drone, c'est un défi énorme. Ces drones sont très difficiles à repérer en signature radar. Ils arrivent très près. Et donc, voilà... On est dans un nouveau paradigme. J'insiste aussi sur, bien sûr, la menace missile. Nous sommes forcément bien adaptés avec les conflits d'Afghanistan à tout ce qui est explosif improvisé, avec ce qui est lutte contre les RPG, les embuscades. Mais maintenant, il y a une résurgence d'une menace qui était pourtant très bien connue, qui est celle du missile. Et on voit bien qu'il est répandu partout. Il y a des milliers de missiles qui circulent aujourd'hui en Ukraine. Et que pour les véhicules blindés, c'est une menace effroyable. Est-ce que la France est dotée justement de protection d'abord anti-missiles, anti-chars, et d'autre part, est-ce qu'il y a aussi en France un déploiement de missiles anti-missiles? Alors, le missile, la protection contre les missiles, il n'y a qu'un pays qui a développé ça de façon opérationnelle, c'est Israël, et donc qui est un succès. Donc Iron Fist et Trophy, qui sont les deux systèmes emblématiques, à tel point que je sais que les États-Unis ont acheté des Trophy pour 400 Abrams, et je crois qu'ils étudient l'équipement de véhicules plus légers. L'Allemagne, je sais, et on a Léopard 2 sur le salon, qui est équipé du système Trophy aussi. Les Allemands, je crois, une vingtaine de systèmes pour les tester. Bon, donc aujourd'hui, le seul producteur de système opérationnel, c'est Israël, et on sait pourquoi. Israël a eu la nécessité de le faire. Nous avons la nécessité de le faire. La question aujourd'hui, c'est comment? C'est un défi d'avenir. Donc le nouveau défi, c'est de faire face à cette menace. La menace anti-drone et la menace missile sont, à mes yeux, les deux principales menaces auxquelles doit faire face l'armée, avec bien sûr une nouvelle menace qui est tout à fait immatérielle, qui est la cyber. Nos engins sont extrêmement numérisés, ce qui leur donne une performance inégalée. Mais c'est une fragilité à numérisation parce qu'elle n'est pas sensible, elle, forcément, elle est sensible à des choses qui ne sont pas des obus, qui sont tout ce qui est l'action cyber. Et en préparant cette émission, et vous m'avez dit très clairement, et d'ailleurs on l'a vu au cours des démonstrations de l'armée de terre, c'est l'interconnectivité de toutes les forces, et ça c'est novateur. Elle est présente aussi, cette donnée de l'interconnectivité ici dans le salon l'Eurosatory? Absolument, c'est quelque chose qu'a vu l'armée française depuis longtemps, et le système Scorpion, c'est un système de combat collaboratif connecté. En fait, vous savez, les armées en termes de technologie sont une réduction des sociétés, avec certaines spécificités bien évidemment au niveau des armements, mais d'une manière générale, la connectivité que vous connaissez, que je connais chez moi, par mon smartphone, par mes objets connectés, par ma maison connectée, vient dans les armées, et c'est un facteur énorme. Vous savez, le combat d'une armée, c'est un combat de combinaison d'effets différents. C'est pas un système. Certains peuvent penser réduire une armée à un char ou un hélicoptère ou à un chasseur et penser que cet engin va tout faire. Pas du tout. C'est la juxtaposition des effets de chacun, d'un drone, de l'artillerie, de la cavalerie, d'un hélicoptère. Mais pour ça, il faut se parler. Et la connectivité offre cette capacité d'avoir une action combinée extrêmement fine, extrêmement immédiate, extrêmement efficace. Maintenant, la connectivité, ça se brouille. Voilà. Donc chaque avantage a son défaut. Il faut trouver le bon équilibre. Général Baudouin, ça sera ma dernière question. Et sur l'avenir, vous dites qu'il faut se parler. Est-ce qu'on peut imaginer, face au conflit en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, que des États, certes qui se parlent mais de manière non officielle, ou qui se parlent officiellement mais sans le montrer, que des armées qui ont le savoir-faire, les États-Unis, la France, Israël, par exemple, puissent travailler ensemble mais de manière officielle, et qu'il y ait des vraies coopérations pour justement faire face à l'ennemi? Moi, je pense qu'il faut se donner les moyens. Lorsque l'Europe est devant un fait qu'aujourd'hui, vous savez que l'Europe, c'est une puissance économique très importante, il y a beaucoup d'armées, il y a des besoins militaires très importants, mais l'Europe est en compétition interne. Au sein de sa base de défense industrielle, et une défense qui est incomplète. Les Européens s'opposent beaucoup sur les blindés, il y a énormément de propositions de blindés au sein de l'Europe,
contradictoires. Or, des marchés qui sont globalement intéressants, le marché européen est globalement intéressant, le marché d'un pays n'est pas très intéressant en soi-même, en tout cas pour être rentable. Donc l'Europe a intérêt aujourd'hui à cartographier ce qu'elle sait faire, ce qu'elle ne sait pas faire, et commencer, à aller vers ce qu'elle ne sait pas faire. Et comme ça va prendre du temps, je pense qu'elle a intérêt à regarder comment combler rapidement ces manques, tout en acquérant ses capacités dans le long terme, qui prend facilement 10 ans, à 20 ans, et ben dans l'entretemps, équiper ses forces de moyens ponctuels sur étagère pour ce qu'elle n'a pas, de façon à compléter très vite son spectre. Et c'est là qu'on peut avoir des coopérations importantes entre les États, parce que l'État effectivement comme Israël, qui dispose du système Trophy, qui est le système opérationnel le seul, et combat de Proven, je dirais, possède l'état de l'art. Et si on veut acquérir rapidement des moyens, très rapidement des moyens de protection pour nos blindés, je ne vois pas d'autre manière que de passer par Israël, tout en réfléchissant et peut-être dans 10 ans ayant une capacité en souveraineté, je dirais. Mais voilà, c'est cette combinaison du très court terme pour acquérir très vite des matériels et du long terme sur lequel il faut arriver. Certainement pour l'Europe, son objectif c'est d'avoir une certaine autonomie, souveraineté dans la défense dans 20 ans, parce que dans 20 ans peut-être que les États-Unis regarderont ailleurs et qu'à ce moment-là l'Europe devra se prendre en compte elle-même, ce qu'elle ne sait pas faire pour l'instant aujourd'hui. Merci beaucoup, Général Baudouin. On se retrouve dans 2 ans. Avec plaisir, pour un salon encore plus intéressant.